S'il n'y avait pas ces drôles de sacs à dos, on pourrait les prendre pour des randonneurs du dimanche. C'est à droite, là C'est là, ouais. C'est bon. À une époque où les montagnes, les déserts ont tous été cartographiés, ce sont les derniers grands explorateurs. Ils partent à la découverte des entrailles de la Terre. Et voici une des portes d'entrée. Un cauchemar pour claustrophobes. Le rêve de tout spéléologue. C'est un peu fou quand même. Et qu'est-ce que c'est qu'on dit déjà? La science n'a pas démontré si la folie n'était pas le sublime de l'intelligence. Ah bon? Tu peux répéter ça? Non, je peux pas, non, c'est une fois. Et là, on rentre dans le disque dur de la Terre. Pour accéder aux données de ce disque dur, il faut d'abord ramper quelques mètres, franchir un passage très étroit et surtout garder son calme. Ce trou, ils ont appris à le connaître, mais ils n'en ont jamais vu le fond. Allez, quelqu'un le récupère derrière moi. On récupère la charge. Elle est lourde, hein. Attention, c'est bon. L'exploration nécessite plus de 200 kilos de matériel. Ils sont une dizaine mobilisés pour l'événement, des hommes et une femme médecin urgentiste. Il y a 7 millions d'années, un vaste bouleversement climatique a asséché fleuves et rivières. En se retirant, l'eau a formé des grands canyons et des grottes. C'est en étudiant ce phénomène que Michel Randa a découvert cette galerie il y a 19 ans. Et là, tu vois, cette galerie, elle s'est creusée alors que c'était un régime noyer. C'est-à-dire que c'était rempli d'eau. C'est un creusement phréatique, en fait. L'eau a stagné ou s'est écoulée lentement et a donné à la galerie ses formes. Mais aujourd'hui, pour prolonger l'exploration, il faut aller sous l'eau. Celui qui va plonger dans les méandres de la Terre là où personne n'est jamais allé, c'est Franck Vasseur. Il a 44 ans. La semaine, il est instituteur. Le week-end, spéléoplongeur. Ces plongeurs qui voyagent au cœur de la Terre ont un nom. On les appelle les spéléonautes. L'eau est à 12 degrés. Franck va y passer plus de 3 heures. Allez, à tout à l'heure. Allez. Sur les 30 premiers mètres, la visibilité est réduite, l'eau troublée par des dépôts d'argile. Jusqu'à 40 mètres de profondeur, Franck est suivi par un autre plongeur qui veille sur le bon déroulement de la descente. Mais après, les couloirs deviennent trop étroits. Le moindre mouvement de palme sur les parois risque de rendre l'eau trop opaque. Une menace pour la sécurité. Franck part alors seul vers l'inconnu. Il espère descendre à 80 mètres de profondeur et mettre sa palme là où l'homme n'a jamais mis les pieds. En France, ils ne sont qu'une cinquantaine capables de tenter l'aventure. À la surface, l'équipe de sécurité attend dans un silence de cathédrale. S'il y a un problème technique, il n'a pas de refuge déjà pour remonter, à part l'endroit par lequel il a pénétré le siphon. Sinon, s'il a un problème à moins 50 là-bas, c'est irréversible. Quoi. Ouais. Pourquoi personne ne peut aller le chercher là? Si, on peut aller le rechercher, mais on ira rechercher encore, c'est tout. La sécurité n'est pas un vain mot. Cédric, qui a commencé la plongée avec Franck, est de retour. Le détendeur qui permet à ce plongeur de respirer sous l'eau explose. Il a 300 plongées derrière lui. C'est la première fois que ça lui arrive.
C'est flexible qui a cassé, je passe contre la roche, je sais pas. Mais si ça arrive sous l'eau, ça. On a tout en double justement. 60 mètres sous terre, Franck est équipé d'une caméra qui témoigne de sa progression. Il est venu en repérage il y a 15 jours. Dans ce labyrinthe, sa vie ne tient qu'à ce fil d'Ariane qu'il a déroulé la dernière fois. Le risque, il en a bien conscience. Il a perdu un de ses amis il y a un peu plus de 2 ans. Il s'appelait Éric Establi. Ce père de famille de 46 ans était un sauveteur expérimenté. Le 3 octobre 2010, Éric Establi s'engage dans une plongée extrêmement profonde, 180 mètres. Cette galerie, il la connaissait bien, il l'avait filmée quelques semaines plus tôt. Mais ce jour-là, comme un skieur de haute montagne coincé sous une avalanche, Éric Establi s'est fait piéger sous terre, bloqué derrière un éboulement. Il faudra 8 jours pour retrouver son corps. Franck plonge depuis 2 heures. Il cherche à maîtriser l'appel du fond, l'appel du noir, s'arrêter avant d'aller trop loin. Il est à 80 mètres de profondeur. C'est son terminus, le moment de faire demi-tour. Il amorce alors sa remontée dans cette eau troublée. Le fil d'Ariane est toujours l'unique moyen de retrouver le chemin de la sortie. Bravo Franck! L'expédition a duré un peu plus de 3h30. Comment on se sent après une plongée comme ça? Là, un petit peu frais, mais heureux, content. On a pu avancer de 55 mètres sur l'inconnu. Alors ça peut paraître un petit peu dérisoire, hein, mais enfin, dans ce vidéo, on ne sait jamais ce à quoi on s'engage. Donc c'est vrai que j'avais été ambitieux, j'avais pris 400 mètres de fil. Franck y retournera bientôt. Mais qu'est-ce qui pousse ces spéléonautes à plonger dans l'obscurité, dans ces eaux toujours froides, parfois boueuses, souvent au péril de leur vie? On va analyser les gaz. S'aventurer là où personne n'est jamais allé, c'est aussi le moteur de la vie de Jean-Pierre Baudu. Il est ingénieur en aéronautique. Son obsession, la sécurité. Allez, un 15, un 16, 62. À partir de 6 mètres de profondeur, l'oxygène devient un poison. Il faut le remplacer par un mélange gazeux. Alors là, je suis en train d'analyser un gaz que j'ai préparé pour de la plongée profonde. Celle-là permet d'aller à moins 120. Donc quand je dis 15, 62, il y a 15% d'oxygène et 62% d'hélium. Donc ça permet d'aller assez profond. Le reste, c'est de l'azote. Donc je le marque bien, ça c'est important. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de gaz. Sinon, c'est mortel. Et pourtant, ça ne l'inquiète pas plus que ça. 1, 2, 3. Avec Catherine, sa femme, il prépare une grande expédition. 12 bouteilles de gaz, 2 scooters sous-marins, 250 kilos de matériel. 1, 2, 3. Un petit déménagement, le rituel du vendredi 17h pour ce couple sans enfant. Je rêve d'un homme qui fasse du footing. Mais bon, comme je plonge aussi, je vais pas me plaindre. Hein. Alors, météo pour demain. Ensemble, ils ont fui Paris il y a 23 ans pour s'installer à Saint-Étienne et se rapprocher de la nature. Très tôt. Dans le milieu très masculin de la plongée souterraine, ce couple est une exception. Catherine en soutien moral et logistique. Jean-Pierre à la pointe de l'exploration. Je suis fière. Alors ça peut pas être totalement puéril, mais quelque part, ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il a découvert une
un nouveau réseau. Voilà, je trouve que c'est, pour moi, c'est un explorateur, quoi. Et je trouve que c'est, d'avoir un mari comme ça, c'est une chance. Bref, c'est un peu son héros. Mais un héros loin d'être solitaire. Messieurs, bonjour. Salut les cocos. Bah écoute, nickel, hein. Pour sa plongée, Jean-Pierre a une armée derrière lui. Il y a Mowgli. Ma poulette. Son ombre, sa sécurité, il est de toutes les plongées. Comme Philippe, le responsable secours de la Fédération française de spéléologie. Ils ont tous de la bouteille, ils font tous de la plongée, mais ce week-end, ils ne sont là que pour assister Jean-Pierre. En fait, c'est très égoïste. Très égoïste parce qu'on est les seuls. En fait, l'équipe, elle est là, elle ne verra pas ce que j'ai vu. Je leur raconte, j'essaie de les faire vibrer avec une histoire, mais quelque part, c'est qu'une histoire, ils n'auront pas vécu. Alors, ils auront vécu une ambiance, ils auront vécu une préparation. La nuit tombe sur l'Ardèche. Au programme, camping sauvage. L'argent chez les spéléos se dépense ailleurs, en priorité dans le matériel de plongée. Avant de descendre sous terre, Jean-Pierre prend une dernière fois un peu de hauteur. Ouais, c'est notre maison secondaire. On y est bien. Avec Catherine, ils vont dormir ici. Pour les autres, c'est moins luxueux. Je gonfle mon lit. Grâce à une petite batterie. Parce que c'est long à gonfler la bouche. Mowgli va dormir à l'intérieur de son camion. 6 petites heures. Les gorges de l'Ardèche pour terrain de jeu. Voilà. Il est 7 heures du matin. Et pour l'instant, c'est la partie la moins agréable de l'expédition. 300 kilos de matériel à porter à dos d'hommes et de femmes. Un fardeau que le décor leur fait vite oublier. Ni touristes, ni spéléo à l'horizon. Ils sont les premiers, c'était le but recherché. C'est l'heure du briefing, précis, concis. Donc là, on va se préparer. Hein. Franck, Philippe vont partir. Franck, l'instituteur spéléo-plongeur, est de la partie. Cette fois, il ne tient pas le premier rôle. Il est venu renforcer l'équipe de sécurité. Tu as quoi comme objectif alors? Et l'objectif, c'est de descendre dans le puits et de descendre jusqu'à moins 120 maxi. Et en ce qui concerne son temps de plongée... Écoute, je prévois, je dirais que 6 heures, je devrais être bon, 6 heures, 6 heures et demie. Bon, on va dire 7 heures. C'est bon? Eh ben, on attaque. 2h30 de descente, 4h30 de remontée pour évacuer l'hélium, les indispensables paliers. La spéléoplongée est le seul sport en France où les pratiquants assurent eux-mêmes leur secours. C'est en partie pour cette raison qu'à ce moment-là, le spéléonaute entre dans une phase de concentration intense. Pour voyager en terre inconnue, il a sur lui une combinaison chauffante, 10 bouteilles, 2 scooters sous-marins et 2 recycleurs qui servent à économiser du gaz sous l'eau. Pendant des années, l'armée avait le monopole de l'utilisation de ce matériel. Il y en a pour 50 000 €. Ils sont 3 à escorter Jean-Pierre. L'aventure commence. Au revoir, chouchou. Visibilité extrêmement réduite. Paysage lunaire. Jean-Pierre se repère grâce au fil d'Ariane qu'il a déroulé lors de son dernier passage. Dans sa descente, il croise une anguille. L'une des rares espèces évoluant à ces profondeurs. Pour avoir le moins de contraintes possible, c'est seul et sans caméra qu'il continue son exploration. À la surface, les touristes descendent l'Ardèche sans se douter qu'en dessous d'eux,
un homme explore les entrailles de la Terre. Catherine et les autres n'ont aucun moyen d'avoir des nouvelles de Jean-Pierre. Mais ils doivent le retrouver, sous l'eau, dans 2h30. Il est 14h30. Jean-Pierre est ponctuel au rendez-vous. Il a parcouru 1 km 400, 60 mètres de plus que lors de sa dernière exploration. C'est ce qu'il indique sur cette tablette. À 100 mètres de profondeur, il pense avoir trouvé une connexion avec une autre galerie. Pour le spéléonaute, les entrailles de la Terre ont perdu quelques dizaines de mètres de mystère. Après 6 heures de marche dans l'obscurité, par moins 10 degrés, ils sont au bout de leur force. Félicitations Stella Point. On va grignoter un peu là et puis continuer. 5730 mètres d'altitude. Stella Point. Dans 1 heure, sommet. C'est dur, c'est dur, très dur là. Ce putain de vent. J'en ai jamais chié comme ça. J'ai même eu une hallucination à un moment. Putain, c'est incroyable. Je suis complètement cassé là. Ils étaient 13 au départ. Seuls 8 sont encore en course pour cette ascension. 6 jours de calvaire qu'ils n'avaient pas anticipés. Portés par le chant de leur guide, ils espèrent encore atteindre le toit de l'Afrique, une montagne mythique. Le Kilimandjaro. Un volcan éteint depuis 350 000 ans. Du haut de ses 5895 mètres, il domine savane et forêt tropicale. Autour de son cratère s'accrochent les seules neiges éternelles du continent africain. Depuis sa première ascension en 1889, le Kilimandjaro est devenu un must pour les randonneurs du monde entier. Chaque année, ils sont 45 000 à s'y mesurer. La moitié n'arrive pas au sommet, et entre 5 et 10 y perdent la vie. Cécile, 52 ans, est administratrice de biens en région parisienne. On n'est pas seul. Pour cette ascension, des tours opérateurs comme Alibert, Casaden ou ici Terre d'Aventure proposent des formules tout compris. Cécile a payé 3 400 €. Incroyable. Incroyable cette file de sacs. Vous imaginiez qu'il y ait une telle organisation derrière? Ah non, j'aurais jamais cru ça. Je pensais pas qu'il fallait 27 porteurs pour notre groupe. On est 13, 2 porteurs, ouais, 2 porteurs par personne. Elle est venue avec ses fils, Mathieu et Quentin, 24 et 27 ans, tous deux ingénieurs. Il y a aussi Nicolas. C'est le look parfait. La cape, c'est vraiment le meilleur look. Responsable de parking souterrain à Paris. Habitué des Alpes, il n'a jamais dépassé les 5000 mètres. Le Kilimandjaro est un parc national. La présence d'un guide est obligatoire. Abed, 39 ans, est en charge du groupe et de toute la logistique. Ça, c'est les noix de coco pour que la sauce soit bien. Aussi, ça, c'est du lait en poudre. Ça, c'est des piments. Ça pique, hein. C'est parti? Ouais, continue. Allez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon, vous êtes 13. Ok, ça. Allez, c'est parti. L'ascension débute à 1800 mètres d'altitude.
6 jours de marche, 4000 mètres de dénivelé. Ça commence par la traversée de la forêt tropicale. Par beau temps, on y croise une faune abondante. Mais aujourd'hui, c'est raté. Moi, ce qui me manque là, c'est le petit singe qui prend une liane et qui traverse devant moi. Ce serait le... Ce sera ça. J'en rêve. Ben oui. Mais bon, je les vois pas. Ils se cachent. Les randonneurs marchent en moyenne 4 heures par jour. Dans leur sac, uniquement le nécessaire pour la journée. Alors, on fait le camp. On va pouvoir se reposer un petit peu. Quand ils arrivent, les tentes ont déjà été montées par les porteurs. Tout le monde a où dormir? Comme les autres, Philippe, un fonctionnaire suisse, n'a plus qu'à s'installer. Le confort est sommaire et au fil de l'ascension, la météo ne va rien arranger. C'est assez spacieux finalement. On va sécher vos affaires. Hein. Ça va être mis dans le sac de couchage pour sécher avec la chaleur corporelle. C'est la meilleure technique. Hein. Parce que si on la laisse comme ça, avec l'humidité ambiante, ça ne va jamais sécher. Le lendemain, les neiges du Kilimandjaro sont en vue. La technique de Philippe n'a pas fonctionné. Ses affaires sont encore trempées. On va essayer de rentrer tout ça dans cette petite poche. Tout comme celle d'Anouk et Christophe. C'était humide. C'était humide. On avait les pantalons tout mouillés, donc on a essayé de les mettre sous le sac de couchage et en fait ça n'a pas servi à grand chose. On avait le sac de couchage mouillé, donc. Alors que les trekkers se mettent tranquillement en marche, les porteurs, eux, attaquent leur contre-la-montre quotidien. Ils doivent avoir tout réinstallé sur le prochain campement avant l'arrivée du groupe. En plus de leur sac personnel, ils transportent chacun 20 kilos de matériel. Ils seraient 15 000 sur les flancs du Kilimandjaro à exercer ce métier. Dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, eux gagnent 10 fois plus, en comptant les pourboires. Rares sont les porteurs âgés de plus de 40 ans. À raison d'une trentaine d'ascensions par an, les organismes ne tiennent pas longtemps. Sans s'accorder la moindre pause, ils rattrapent et doublent Cécile et les autres. Ils ont une sacrée force, ils sont d'une zénitude totale. Encore 2 heures à un rythme soutenu avant le camp de Shira Cave. Perdu dans les nuages, à 3750 mètres d'altitude. Ouais, Kilo. T'es où, Kilo? On est là. Ouais, Kilo. On est là. Vas-y, passe-moi les courgettes. Asmani, le cuisinier, 12 ans sur le Kilimandjaro, n'a qu'une heure pour préparer le dîner de 13 personnes. Quel est le menu aujourd'hui? Aujourd'hui, des spaghettis à la bolognaise. Une sauce qu'il tient à cuisiner maison, malgré les conditions. C'est comme ça mon boulot. Faut toujours se dépêcher, faire vite et bien. Mais c'est compliqué de faire chauffer l'eau ici. Car avec l'altitude, tu dépenses plus de gaz et la bouteille se vide vite. Bon appétit. La nuit, la température tombe à moins 10 degrés. Les porteurs se réchauffent dans la tente, qui fait office de cuisine. Aux pâtes qu'ils ne trouvent pas assez nourrissantes, ils préfèrent l'ougali, une farine de blé dense, servie avec des feuilles de haricots et du bœuf.
L'estomac de nos clients, il n'est pas fait pour ce genre de nourriture. Ça les rend malades, ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas non plus l'habitude de l'altitude. À 3700 mètres, les clients d'Abed peuvent commencer à ressentir des troubles. Jambo, jambo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pas beaucoup mangé, il reste encore des patates. Chaque soir, son boulot, s'assurer que tous se portent bien. Ça, c'est ébloui, oui. Tout va bien? Ça. Ok, Léa. Oui. Comment va l'appétit aujourd'hui? Très bien, aucun problème. Ok. Tu es fatigué? Non, ça va. J'ai dormi quand même cet après-midi. Ok. Questionnaire de santé, mesure de la fréquence cardiaque et du taux d'oxygène dans le sang. 90, 95. Là, tu es top. Et quand l'oxygène diminue dans le sang, ça veut dire que si ça diminue trop, ça peut créer mal des montagnes. Là, c'est que descendre. La descente, c'est la seule solution. Le mal aigu des montagnes. C'est la hantise d'Abed, depuis un drame survenu en 2014. Christophe Le Hugeur avait 40 ans. Père de 2 enfants, sportif, il est mort d'un œdème pulmonaire suite au mal aigu des montagnes. Depuis, le tour opérateur pour lequel travaille Abed a rallongé le circuit d'une journée pour une meilleure acclimatation et décidé de renforcer le suivi médical de ses clients. Au 3e jour, le groupe attaque la haute altitude. Vamos. L'oxygène se raréfie et les premiers malaises vont survenir. Regarde, tu vois en face. Il était à 42 pentes pour aller jusque-là et qu'à la fin, Au bord du sentier, une victime du mal des montagnes, une touriste anglaise. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade. C'est l'altitude. Ça arrive. Elle est la première pour qui la perspective du sommet semble compromise. Passé les 4000 mètres, Christophe semble en difficulté. Là, on est concentré sur le pas. On est vraiment... on essaye de penser qu'à la montée. Parce qu'en fait, dès qu'on lève la tête, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Ahmed? Ouais? Ça monte encore beaucoup? Ah non, pas beaucoup. C'est un peu plat et puis 2 collines. Ça commence à souffler un peu derrière. Ah ouais, là, ça souffre à cause d'altitude. C'est la première fois qu'on attaque 4006 pendant les séjours. Donc parfois c'est un peu chaud, mais demain après-demain ça ira. Le mal des montagnes frappe aveuglément. Même les mieux acclimatés ne sont pas à l'abri. Nema est l'une des rares femmes porteurs. Comment vous t'appelez? Tu as juste mal à la tête? J'ai des nausées, c'est à cause du froid et de l'humidité. Tu vas t'accrocher jusqu'au prochain camp. Mais si ça ne va pas, il faudra que tu redescendes. D'accord, mais je vais perdre mon salaire. Elle perd beaucoup d'argent si elle redescend? Vu qu'elle est malade, si elle redescend, elle sera quand même payée pour la totalité de l'ascension. 4640, le point culminant de la journée. C'est vraiment classe. Malgré leur enthousiasme, ils ne sont pas encore prêts pour cette altitude. C'est bien de s'arrêter là, parce que là, je sens que j'ai le palpitant quand même qui... Mais après, je pense qu'au bout de 5 minutes, ça va aller. Pour dormir, ils vont devoir redescendre à 3900 mètres. 4e jour. Le mur de Marengo, le plus technique. Redoutable par temps de pluie.
Et justement, la météo se gâte. Bon là, on l'attendait pas si vite, hein, le nuage. J'espère qu'il fera pas trop humide. 300 mètres d'ascension abrupte. Une mise en jambe parfois trop brutale pour les organismes. Les guides ont rebaptisé ce lieu le Breakfast Wall, le mur du petit déjeuner. Ici, ça s'appelle Breakfast Wall parce que souvent, quand on prend un petit déj au camp, on les jette là, comme il a fait le monsieur. Si pour les touristes, l'ascension devient une épreuve, pour les porteurs, c'est un tour de force. Sur la roche, rendue glissante par la pluie, des jeunes de 18 ans, l'âge minimum légal, et travaillant pour d'autres groupes, progressent sans le moindre équipement. Ça va, c'est pas trop difficile? Si, c'est difficile, parce que je ne suis pas habitué à marcher sur des chemins de montagne, avec des pierres comme ça. C'est la première fois que je vais là-haut. Ce jeune homme devra attendre son premier salaire pour se payer des vêtements de montagne. Transis de froid, les porteurs arrivent quelques minutes seulement avant les touristes. Pour qui, le cauchemar commence. Les tentes, les affaires de rechange, tout est trempé. Qu'est-ce qu'il fait là avec mon bâton? Avec les moyens du bord, il creuse des rigoles pour que les matelas ne soient pas inondés. Mais Christophe, faut récupérer les sacs d'abord. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? On va récupérer les sacs et on met rien dans la tente, sinon les matelas seront mouillés. Et là, regarde, on est complètement de trempe. Les équipementiers là, faudra qu'ils m'expliquent hein, parce que on peut pas. Je suis mouillée jusqu'à la culotte quoi. Là, on est dans des conditions, ça va pas sécher dans la nuit quoi. On peut pas, moi je peux pas me mettre en danger. Moi j'ai peur d'avoir une pneumopathie quoi. J'ai peur de trucs dont j'ai jamais eu peur quoi. Dans 24 heures, c'est l'ascension finale. Inenvisageable avec des vêtements humides. Au sommet, les températures négatives les exposeraient à des risques d'engelures graves et d'amputation. Pour la première fois, le groupe est en proie au doute. Abed, lui, reste imperturbable. T'as quand même une météo sur ton téléphone. Il faut pas compter sur ça. Ben, tu comptes sur quoi alors? Parce que là, nous, on est un peu désespérés quoi. On a besoin de savoir des trucs quoi, tu vois. Et avec le téléphone satellitaire, t'arrives à avoir des informations Non. Non? Non. Ici, c'est à la montagne. Ça change beaucoup. Ce soir? Ce soir, on regarde. Le lendemain matin, le vent a chassé les nuages, offrant un bref répit aux randonneurs. Trop bien ce matin. On est bien là. Ça ressemble un peu plus à ce que vous avez. Est-ce qu'on imaginait? Est-ce qu'on est venu chercher? Là, c'est le moment où on profite. On a eu de la pluie sur les 4 premiers jours. C'est vraiment le moment top ici. En 2 heures de marche au soleil, les vêtements ont fini par sécher. Abed avait vu juste. C'est depuis ce camp, à 4700 mètres d'altitude, qu'ils lanceront ce soir l'assaut final vers le sommet. Super. Elle avait un truc. Ça vous fait de voir vos pistons ici? Je suis trop fière d'eux. Je suis trop fière d'eux. Trop fière de faire ça avec eux. C'est une super aventure humaine. Se dépasser physiquement comme ça ensemble, c'est encore plus merveilleux. C'est pas possible. C'est au virage de la cinquantaine, à la suite d'un divorce douloureux, que Cécile est tombée amoureuse de la montagne. C'est le fait de se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller toujours plus haut, plus loin. Toujours debout. Toujours debout. C'est ça.
On se laisse pas abattre, on continue. Quoi qu'il arrive dans la vie, on avance. Au camp de base, défilent les randonneurs d'autres groupes qui reviennent du sommet. Anouk prend soudain la mesure de ce qui l'attend. C'est clair que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait, quoi. Moi, je veux garder la notion de plaisir, quoi. Et de... Bien sûr que c'est dur, mais je veux garder la notion de plaisir, quoi. Je veux pas être à la limite de la mise en danger, quoi. La veille, parce que la météo empêchait l'hélicoptère des secours de monter, un randonneur est mort du mal des montagnes. Depuis 2 jours, Caroline, 26 ans, l'une des membres du groupe, a perdu le sommeil et l'appétit. Ça va? J'ai super mal à la tête. Du coup, ça me fait un peu des nausées de manger mal, quoi. Tu as assez bu? Je sais pas, j'ai dû boire 1 litre depuis ce matin. Voilà, je suis basse. Ouais. Tiens, on va appeler et puis on va voir ce qu'il va dire. Par téléphone satellitaire, Abed contacte un médecin basé à Chamonix. Nous sommes au Kilimanjaro. Et là, nous sommes à 4006 et on compte faire le sommet à minuit. Elle a mal à la tête qui passe pas. Elle a pris Doliprane à midi. Aussi, elle est sous Diamox. Le Diamox, un médicament censé favoriser l'acclimatation en haute altitude. Malgré ce traitement et le fait que Caroline soit une sportive accomplie, elle n'a plus assez d'oxygène dans le sang. La décision médicale tombe. Kuna mgeni anaenda chini. Anaenda Millennium. Tant qu'elle en a la force, Caroline doit redescendre rapidement à 3000 mètres pour se réoxygéner. Fatiguée et le moral en berne, les autres partiront à minuit, en espérant atteindre le sommet au lever du jour. Malheureusement, la météo n'est pas de leur côté. T'es prête? Non, moi je pars pas. Vous partez pas? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ici du jour et qu'il y a du vent et que c'est trop fort pour nous là. Je me dis que s'il pleut comme ça là à 5000, on va congeler sur place, quoi. Donc on va attendre le briefing, mais ça me paraît fou. En tout cas, en Europe, on repart pas. Là, tu vas dans les Alpes, t'as des conditions comme ça, tu fais pas le créneau. Abed a envoyé un de ses guides assistants au-dessus de 5000 mètres pour voir comment évolue la météo. Il me dit que ça va beaucoup mieux à où ça se calmer. Ouais. Pour moi, ceux qui pensent qu'ils peuvent, on peut tenter. On va pas le faire. Oui, on va Quand tenter, ça devient dangereux, on va tenter jusqu'à on redescend. Sur les 13 membres du groupe, 8 décident de tenter leur chance, dont Cécile et ses enfants. Si tu vois que je marche de travers, d'accord, je rentre. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des petits vertiges. J'ai pas réussi à dormir de la journée. Donc, j'ai l'impression de tituber un peu. Enfin, on va voir si ça se passe pas bien, je redescends. Et si on redescend ensemble. Hein. Là, de toute façon. Vous me surveillez, hein. Si je marche de travers, vous me le dites. Hein. Oui. Il n'y a pas de sommet solo. Hein. Là, c'est pas les conditions pour faire un solo. On redescend ensemble s'il faut. Allez. Ok. Ça marche? Ça va. Let's go, on y va. C'est parti. 1300 mètres de dénivelé les attendent. Au bas mot, 6 heures de marche. La frontale braquée sur un sentier glacé. Ah là, ça commence à tirer un peu. Pas au niveau du physique, mais la respiration, il faut l'accélérer. Il faut surventiler pour pas avoir
Pour pas avoir le mal des montagnes. Il faut aussi marcher très lentement. Passé 5000 mètres, l'air contient 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. 2 minutes. On boit un coup. Les vertiges de Mathieu, le fils de Cécile, ne cessent de s'aggraver. Tu aurais du Doliprane, s'il te plaît? Ouais. Super, merci. Si ça passe pas avec 1 gramme, il faut descendre. Ouais. Merci. Au bord du sentier, certains randonneurs sont en grande difficulté. D'autres font demi-tour. Ok. 5-4. C'est dur là. Ouais, t'as des vertiges aussi. Ah ouais, par moment là, c'est pour ça que je disais il fallait qu'on s'arrête, que je mange un coup. Malgré son expérience en montagne, Nicolas semble lui aussi atteindre ses limites. Vous aviez déjà eu ce genre de vertige? Non, pas comme ça. Ça vous inquiète? Un peu. Quelques mètres plus haut, il sera victime d'hallucinations, un phénomène provoqué par le manque d'oxygénation du cerveau. Il continuera malgré tout. Cécile, elle, incapable de suivre la cadence, a disparu du groupe. Un guide assistant est resté avec elle. Il est 6 heures du matin, quand le jour se lève enfin sur les neiges éternelles du Kilimandjaro. Reste à parcourir une interminable crête, balayée par les vents. Et les voilà à Uhuru Peak, le sommet du Kilimandjaro. Ça y est! À son rythme, une demi-heure après ses enfants, Cécile parvient à son tour au sommet. Ouais. C'est toujours. Photo. Thank you. Qu'est-ce que vous ressentez là? Tu vois ou pas? Non, il recule. J'ai juste envie de pleurer. C'était dur. C'est dur. C'était dur. Ça valait le coup tout ça? Oui, ça valait le coup. On le fait dans des conditions météo pas terribles. Ça donne encore plus. C'est encore plus incroyable. Cécile ne restera que 10 minutes au sommet pour préserver ses forces, avant les 2 jours de descente qui l'attendent.